Alors, personnellement, mis à part comme passion, je ne connais rien à la médecine, mais vous savez sans doute aussi bien, sinon mieux que moi, la question de l'eau est une question récurrente et fondamentale, à plus forte raison, dans une région du monde où on manque d'eau et où il y a une répartition totalement inégale de l'eau entre, comme disait Charles de Gaulle il y a une soixantaine d'années, un pays au peuple sûr de lui et dominateur, et une population dominée qui ne peut pas faire valoir son légitime droit à l'autodétermination. Et donc, au-delà de cette problématique du manque récurrent d'eau dans tout le Proche-Orient, et je dirais même aussi au Maghreb, voire dans un certain nombre d'autres pays, se pose le problème de cette répartition totalement inégale entre Palestiniens et Israéliens. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Vous me laissez combien de temps pour parler? Vous avez 25 minutes. Entre 25 et 30 minutes. D'accord, bah écoutez, je vais sortir ma montre pour pouvoir la regarder. J'ai mon chronomètre. Bon, écoutez, très bien, je vous remercie. Donc, la première chose que je voulais vous dire, je crois que la première carte vient d'arriver, c'est une carte de répartition de la pluviométrie. On est là, dans une région du monde où la pluviométrie est globalement faible. Même si la pluviométrie à Ramallah est légèrement plus élevée qu'à Londres, les conditions climatiques sont radicalement différentes. Et on peut séparer l'ensemble israélo-palestinien, on peut parler de l'ensemble israélo-palestinien, de Palestine mandataire, etc., etc. Donc ce territoire qui aujourd'hui est dominé par Israël, en deux parties. Déjà, je rappelle qu'on est dans c'est ma fonction de géographe aussi qui me fait le rappeler, on est dans un espace extrêmement réduit, à 27 000 km² pour l'ensemble d'Israël-Palestine. C'est l'équivalent de l'ancienne région française du Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire l'équivalent de 5 départements français. Donc on est sur un micro-territoire qui est extrêmement peuplé, puisqu'aujourd'hui on arrive à 13,5-14 millions d'habitants sur ce territoire, une densité moyenne de près de 500 habitants au kilomètre carré, ce qui est considérable, avec une différence fondamentale évidemment entre le Negev, très peu peuplé, et la bande de Gaza, on est aujourd'hui quasiment à 5000 habitants au kilomètre carré, ce qui est une densité urbaine. Donc au-delà de toutes ces différences, la question de la répartition de l'eau est liée bien entendu au climat. Et là on est à la jonction de deux zones climatiques. Au nord-ouest, disons sur une ligne qui va grosso modo de Gaza, Hébron, Jérusalem et Bézanne, donc au sud du lac de Tibériade, on est dans une zone de climat méditerranéen classique, avec été chaud, hiver froid, et précipitations qui varient grosso modo entre 300-400 mm, et à l'extrême nord de la Galilée jusqu'à 800-900 mm. Je dis bien à l'extrême nord de la Galilée. Donc là, il y a des possibilités agricoles sans irrigation, même si l'irrigation est toujours à plus. Et puis deuxième zone, au sud et à l'est de cette ligne, donc on comprend toute la vallée du Jourdain en aval du lac de Tibériade et tout le Nakab, le Negev, on peut utiliser les deux termes. On est dans des zones où il y a moins de 300, moins de 400, moins de 300, voire parfois moins de 100 mm de précipitation. Donc on est à moins de 100 mm de précipitation, ce qui est le cas de toute la bordure de la mer Morte et d'une partie du Negev. On est dans ce qu'on appelle l'hyperaride. Et c'est comparable au cœur du Sahara africain. Donc un manque d'eau considérable. Et pour les zones qui sont comprises entre 100 et 400 mm, l'agriculture sans irrigation est quasiment impossible. Bon, on peut faire pousser des troupeaux de moutons, de chèvres, de dromadaires, etc. Mais c'est tout. Et l'irrigation est absolument indispensable. Donc la question de l'eau est une question considérable. Alors quelles sont ces réserves en eau dont on dispose dans la région? On va voir ça avec la deuxième image. Ces réserves en eau, elles sont principalement, elles viennent principalement de l'extérieur du territoire. Pas en totalité, bien entendu, mais en partie.
avec en particulier les réserves qui sont considérables, qui viennent de ce qu'au Proche-Orient on appelle le Jebel el-Shir, parce que nous en français on appelle le mont Hermon. Il y a un énorme bloc calcaire qui culmine à près de 3000 mètres à 2800 mètres d'altitude et sur lequel les précipitations sont importantes. Plus d'1 mètre de précipitations par an et des neiges qui tiennent plusieurs mois. Et les eaux de ce mont Hermon arrivent par diverses sources, 3 principalement, le Hasbani au Liban, la source de Dan en Israël, le Banias en Syrie, au lac Tibériade. Et là, on a une des principales sources d'eau, mais qui est une source extérieure au territoire de la Palestine monétaire, au territoire dominé aujourd'hui par Israël. Parce que même si la source de Dan est à l'intérieur de ce territoire, l'eau qui vient de la source de Dan vient des précipitations qui sont sur le mont Hermon, donc en Syrie ou au Liban. Donc c'est une des principales réserves d'eau. D'autres réserves viennent évidemment des aquifères. Alors vous avez, on va remonter un tout petit peu à Diapo, ce qu'on appelle les aquifères côtiers, qui s'étendent depuis le mont Carmel au sud de Haïfa jusqu'à la frontière égyptienne, où il y a là un seul aquifère, même si pour les besoins de la démonstration géographique et cartographique, j'ai séparé l'aquifère de Gaza de l'aquifère littoral israélien. En réalité, c'est le même aquifère et les correspondances y sont importantes. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les aquifères de montagne, qui sont alimentés à 90% par les précipitations qui tombent en Cisjordanie, et par 10% par les précipitations qui tombent en Israël, à l'ouest de Jérusalem en particulier. Voilà les ressources en eau. Grosso modo, tout ça, ça fait à peu près 2 milliards de mètres cubes d'eau. Alors, vous divisez 2 milliards de mètres cubes d'eau de réserve annuelle par 13 millions et demi ou 14 millions d'habitants. Ça fait combien par habitant? Ça fait un peu plus, ça fait environ 130, je crois, je n'ai plus le chiffre exact en tête, et ça varie tous les ans puisque la population augmente, 130 mètres cubes par habitant et par an. Hein, je dis bien une possibilité d'utilisation par moyenne par habitant de 130 mètres cubes par habitant et par an. C'est le même niveau qu'en Jordanie d'ailleurs, je ne sais pas, dans des pays comme Djibouti, le Koweït, les Émirats, c'est encore moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ça des normes internationales. Les normes qui sont édictées en particulier par la FAO, organisation de l'ONU que tout le monde connaît, bien entendu, et qui prévoient qu'en dessous, enfin qui disent qu'en dessous de 1000 mètres cubes par habitant et par an, on est en situation de pénurie. En dessous de 500 mètres cubes par habitant par an, on est en situation de pénurie grave. Donc là, pour l'ensemble de ces 3 territoires que sont la Jordanie, la Palestine et Israël, on est en dessous de 150 mètres cubes par habitant et par an. Donc, comme je disais tout à l'heure, la problématique, c'est de répartir la pénurie. Et j'arriverai là au point suivant. Donc, je parle que des ressources naturelles. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des ressources secondaires, des nouvelles ressources, qui sont entre autres le traitement des eaux usées, qui est développé assez largement en Israël, beaucoup moins en Palestine et en Jordanie, on verra pourquoi ultérieurement, tout au moins pour la Palestine. Et puis il y a le dessalement de l'eau de mer, dans lequel Israël, pour lequel Israël est l'un des principaux producteurs du monde et qui a mis en service ces dernières années des usines considérables. Il y a également, sauf erreur de ma part, une usine de dessalement de l'eau de mer à Gaza. Alors, si on voit un petit peu l'évolution de cette question de l'eau, je ne vais pas vous faire un exposé historique, hein. Si vous souhaitez être plus précis, je me permets de vous montrer ce fascicule qui est dans la pièce d'entrée que j'ai rédigé pour la FPS suite à un article universitaire paru dans les Cahiers de l'Orient, si je me souviens bien, dans les années 2007, je crois. Et c'est à partir de ce texte que j'avais fait dans les Cahiers de l'Orient qu'a été fait ce fascicule, dont c'est la 3e édition. La problématique de l'eau est lancée dès les débuts du mouvement sioniste, hein, par
le fondateur du sionisme, lui-même d'ailleurs, Theodor Herzl. Elle est reprise ensuite par Chaim Weizmann, qui, dans une lettre célèbre à Lloyd George en 1919, c'est-à-dire avant que le charcutage du Proche-Orient soit réalisé, il était projeté depuis les accords Sykes-Picot, bien entendu, mais il ne sera réalisé qu'en 1921-22, dès 1919, donc, Chaim Weizmann, qui n'est pas encore le président de l'Organisation sioniste mondiale, mais qui le deviendra en 1920, réclame, non seulement on va revenir sur l'image précédente, si vous permettez, madame, est-ce qu'on peut revenir sur l'image précédente? Le haut, de préférence. Le haut de l'image. Allez-y, allez-y, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Vous voyez sur cette... oui, tout en haut. Au nord, encore un peu plus au nord, vous voyez la frontière libanaise. À cette époque-là, la frontière libanaise n'est pas déterminée. Et quand revendique le mouvement sioniste, il revendique, et je l'ai mis à la limite nord de la carte, tout le sud du Liban, pour disposer de toutes les sources du mont Hermon, qu'elles soient en Syrie actuelle, en Israël actuel, au Liban actuel, et surtout la basse vallée du Litanie. Parce que les sionistes sont parfaitement conscients que pour développer leur agriculture, qu'ils envisagent de développer leur industrie, etc., ils ont besoin de sources d'eau, l'eau qui est aussi une source énergétique avec les barrages. Et donc Weizmann, excusez-moi, c'est pas grave, ça passe. Donc Weizmann demande, ce qui n'est pas basé sur l'histoire juive, d'occuper toute la partie du sud Liban, qui historiquement n'a jamais été une partie juive, mais une partie phénicienne. Et on voit donc là la limite aussi de l'interprétation historique de l'expansion du sionisme au XXe siècle. C'est une parenthèse. Voilà, donc, par la suite, Israël va développer, et là je n'ai pas le temps de développer parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, va développer toute une politique et mettre en place des instruments de contrôle de l'eau dès les années 30, dès le développement de ce qu'on appelle les Yishuv, c'est-à-dire le proto-État sioniste, qui prépare l'accession à l'indépendance d'Israël. Et puis ensuite, bon, c'est la construction, et on la voit ici, du grand canal d'irrigation qui va jusqu'au Negev, en opposition, merci beaucoup, en opposition avec les États arabes qui demandent à ce que l'eau qui est dans le bassin du Jourdain ne soit pas transférée dans un autre bassin, mais qu'elle serve à irriguer les terres qui dépendent de ce bassin. Mais les sionistes, enfin l'État d'Israël n'en a rien à faire, et c'est ainsi qu'est créée cette conduite d'eau nationale qui pompe dans le lac de Tibériade à moins 210 mètres d'altitude, qui les transfère à plus 150 mètres dans les collines de Galilee méridionale, puis ensuite qui passe par tunnel pour arriver dans la zone littorale et jusqu'au Negev. Bon, je passe, 1967, une guerre pour l'eau, excusez-moi, puisque je parle de l'eau, je bois de l'eau. Alors, oui, M. Fontaine boit de l'eau, oui. Certains m'ont dit que j'étais prédestiné pour travailler sur l'eau avec mon nom. Bon, je ne crois pas à la prédestination. Donc, une guerre pour l'eau ou pas? Certains le disent, en particulier dans le milieu des hydrogéologues, parce qu'effectivement, cette guerre va permettre à Israël de contrôler une deuxième source du Jourdain, sur le plateau du Golan, et tous les aquifères de Cisjordanie. C'est indubitable. Mais le fond de l'idéologie sioniste, et si on fait référence à une parole qu'aurait proférée Ben Gurion à la fin de l'année 1947, au moment de l'acceptation du plan de partage, j'emploie le conditionnel. Hein, c'est une formule qui a été
que Ben Gurion aurait dites, mais qu'il n'a jamais écrites et que personne n'a jamais écrites. On prend ça d'abord, on aura le reste ensuite. Hein? Vrai ou faux, je n'en sais rien, mais certains disent que Ben Gurion l'a dit. Et effectivement, en 67, c'est la guerre, c'est la suite de la guerre de 48-49. Et c'est l'occupation de la totalité de la Cisjordanie et de Gaza, plus le Sinaï, plus le Golan. Et le but premier, me semble-t-il, qui est lié à l'idéologie sioniste, c'est effectivement d'occuper toutes ces terres qui faisaient partie de l'Israël biblique et qui est, comme le disent certains sionistes, le berceau de la nation juive. Je pense que le premier but était un but idéologique. Mais le but du contrôle de l'eau était aussi un but important. Et désormais, Israël contrôle l'eau. Et dès l'été 67, une série d'ordres militaires vont réglementer l'utilisation des puits, le creusement des puits en Cisjordanie et à Gaza. Surtout en Cisjordanie. Gaza n'était pas à préoccupation première. Et donc, on va arriver à une limitation de la consommation d'eau en Cisjordanie, à Gaza aussi, et le résultat, c'est que entre 1967 et aujourd'hui, c'est-à-dire en une cinquantaine d'années, la population cisjordanienne a été multipliée par 4, à quelque chose près, et la consommation d'eau a été multipliée par 0. C'est-à-dire la consommation moyenne par individu, quand je dis qu'elle a été multipliée par 1, pardon, pas par 0, parce que 4 par 0, 1 par 0, ça fait 0. Donc la consommation est restée grosso modo stable, elle a légèrement augmenté, ce qui veut dire que la consommation moyenne par habitant a chuté. Et aujourd'hui, la consommation moyenne d'eau en Palestine est d'à peu près 80 mètres cubes par habitant et par an, tous usages confondus, agriculture, eau potable, industrie, artisanat, tous usages confondus. Je vous ai dit que selon la FAO, la norme devait être de 1000 mètres cubes par habitant par an. Vous voyez, on en est extrêmement loin. Et en Israël, elle est aux environs de 300, 320, peut-être aujourd'hui 350 mètres cubes, parce qu'avec les énormes usines dessalement de l'eau de mer, Israël utilise cette eau de mer, en plus de l'eau qu'elle vole aux Palestiniens, qu'elle vole aux Syriens, qu'elle vole aux Libanais et aux Jordaniens, puisque Israël prend aussi une partie de l'eau du Yarmouk. Vous voyez, en violet, c'est l'eau utilisée par Israël, en vert, c'est l'eau utilisée par le vert foncé en Cisjordanie, en Palestine, et vert clair en Syrie et au Jordanie. Donc cette eau volée par Israël aux pays voisins lui sert évidemment à développer son économie, en particulier son agriculture. Le résultat, c'est qu'au niveau de l'agriculture, vous avez à peu près 20 000 hectares irrigués, moitié en Cisjordanie, moitié à Gaza, en Palestine, et 200 000 hectares irrigués en Israël, avec y compris des cultures qui sont relativement gourmandes en eau, même si les progrès de l'agronomie et de l'hybridation des semences ont fait qu'aujourd'hui Israël utilise des variétés moins consommatrices d'eau et que d'autre part, les progrès qui ont été faits au niveau des techniques d'irrigation, avec le développement dans un premier temps d'irrigation par aspersion et non pas d'irrigation par inondation, et puis dans un deuxième temps par l'utilisation du goutte à goutte, avec pilotage informatique en fonction de la température, en fonction du vent, en fonction de la journée. On irrigue de plus en plus de nuit, parce que mais ça c'est partout dans le monde, c'est pas seulement en Israël, même si Israël a été un des pays qui a travaillé sur cette question de façon importante. Donc, ce qui explique une diminution relative de la consommation d'eau agricole en Israël. Mais en Palestine, la consommation a diminué, non pas volontairement du côté palestinien, mais parce que il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et d'autre part, le prix de vente de l'eau aux Palestiniens est en moyenne à peu près
4 fois plus élevé que le prix de vente aux Israéliens. Pendant longtemps, l'agriculture israélienne a bénéficié d'une eau quasiment gratuite. Vu le manque d'eau, Israël a été obligé d'augmenter légèrement le prix, mais c'est surtout les Palestiniens qui payent l'eau. Il me reste combien de temps, madame? 5 minutes. Bon. Je me permets de vous renvoyer à mes publications, en particulier le fascicule ici. La situation actuelle, bon, je ne parlerai pas de Gaza parce que Nejma Fares, qui a collaboré avec moi pour ce fascicule, nous en parlera. En Cisjordanie. En Cisjordanie, aujourd'hui, la situation de l'eau est très difficile. Moins difficile qu'à Gaza. Parce qu'à Gaza, j'en dis quand même 2 mots. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau potable à Gaza. Ce qui pose quand même une vraie question. Bien entendu, l'ONU estime que Gaza ne sera plus habitable en 2020. On est en 2018. On reviendra là-dessus après que Nejma nous ait parlé, si elle réussit à nous parler, sinon elle a des documents à montrer, qui sont là, que je connais bien entendu. Donc, en Cisjordanie, il est évident que les accords d'Oslo, je ne vous ai pas parlé des accords d'Oslo, c'est un oubli, excusez-moi, de toute façon je vais y venir, mais je vais le faire très vite. Les accords d'Oslo ont prévu, dans les accords d'Oslo 2, pas les premiers, ceux de 1994, et ensuite ceux de Paris, ont prévu que la question de l'eau serait traitée. Et a été mis en place un comité conjoint entre Israéliens et Palestiniens, ou comité conjoint qui apparaît comme équitable au niveau de la composition. Il y a autant d'Israéliens que de Palestiniens, et les Israéliens ont le droit de dire non au projet palestinien, et les Palestiniens ont le droit de dire non au projet israélien. Mais, donc ça apparaît comme équitable. En réalité, c'est totalement faux. Parce que Israël utilise systématiquement son droit de veto, et que si les Palestiniens utilisaient leur droit de veto, ça ne servirait à rien. De toute façon, Israël n'en fait qu'à sa tête. Donc le résultat, eh bien, pour creuser de nouveaux puits, pour mettre en place une station d'épuration, il faut 10, 12, 15 ans. Les Israéliens disent, bon, vous voulez la pluie, d'accord, ok, ben, problème pour alimenter les villages, ok, pas de problème. Proposez-nous un lieu. Là, ah non, là, ça va pas. On met 1 an ou 2 ans pour répondre. Là, non, ça va pas. Ben, alors là, non, ça va pas. Et parfois, au bout de 4 ou 5 ans, il y a un puits qui est autorisé à être construit. 4 ou 5 ans. Ensuite, il faut creuser le puits, il faut le mettre en service, sous contrôle de Mekorot, évidemment. La compagnie israélienne fondée dans les années 30, je parlais du proto-État israélien tout à l'heure, Mekorot est ses instruments de la création de l'État israélien dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, Mekorot gère toute l'eau en Cisjordanie. Sauf évidemment les sources, les puits, les citernes qui sont faites par les Palestiniens, en particulier par les agriculteurs. Donc on est dans une situation de pénurie qui est dramatique et qui ne permet pas le développement de l'économie palestinienne, que ce soit au niveau agricole ou que ce soit à d'autres niveaux. Et aujourd'hui, l'essentiel de l'eau, alors qu'en Israël, l'essentiel de l'eau est consommé pour l'agriculture, et c'est seulement une minorité qui est consacrée à l'approvisionnement en eau potable, en Palestine, l'essentiel de l'eau est consacré à l'eau potable, et l'eau agricole diminue tous les ans. Alors l'avenir il est très sombre. Et ce sur quoi je vais insister, c'est ma conclusion, c'est les éléments nouveaux qui sont apparus depuis 2 ans dans la politique de l'eau israélienne, parce qu'il y en a. Je vais en citer 2. J'évoque dans le fascicule, et puis vous avez entendu parler aussi, je suppose, le projet de transfert des eaux de la mer Rouge vers la mer Morte. Le projet dont une première phase est en cours de financement, de réalisation, enfin bon, les appels d'offres ont été lancés, mais on n'en parle plus beaucoup maintenant. Projet contesté, contestable. Et au départ, ce projet avait 3 partenaires, Israël, Jordanie et Palestine. Eh bien, Israël a réussi à faire en sorte, je crois que c'est en 2016, me semble-t-il, que la part palestinienne soit confiée à Israël. Israël dit, mais nous rétrocéderons la part prévue pour les Palestiniens. C'est très intéressant, je vais y revenir. Deuxième exemple, dessalement de l'eau de mer. Alors, il y a un rapport très intéressant qui a été fait par les députés français en 2011.
M. Lucas Eglavani, hein, qui est paru à l'Assemblée française et qu'on peut retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, sur la géopolitique de l'eau. C'est un rapport qui fait 200 pages, dont une vingtaine consacrée au conflit israélo-palestinien. Et Glavani écrit deux choses qui sont très intéressantes. D'une part, il dit on peut espérer que le jour où Israël aura développé ses ressources par dessalement de l'eau de mer, Israël acceptera de rendre l'eau des aquifères de Cisjordanie. Ça, c'est la première chose intéressante qu'il dit. Deuxième chose qu'il dit, et il est le premier homme politique français, je crois, mis à part des gens du PC et de l'extrême gauche, a parlé d'apartheid. Il dit, dans le domaine de l'eau, en 2011, on a un véritable apartheid, et cet apartheid ne se limite pas au problème de l'eau. Hein, je crois que c'était la première personne, le premier homme politique français important à l'écrire aussi clairement. Vous connaissez la loi du 16 juillet 2018, je ne reviens pas sur la question d'apartheid. Il avait vu très clairement où on allait. Mais je reviens à la première affirmation. Eh bien, depuis 1 an à peu près, nous savons qu'Israël refusera de céder l'eau des aquifères de Cisjordanie. Et qu'elle a proposé à l'autorité palestinienne, monsieur l'ambassadeur me contredira si je dis une bêtise, de vendre de l'eau dessalée au prix de l'eau dessalée qui revient 3 ou 4 fois plus cher que l'eau qui sort des puits. Donc la volonté de contrôle d'Israël dans le domaine de l'eau est la même que la volonté de contrôle du territoire. Et en aucun cas, Israël n'envisage, dans le domaine de l'eau, c'est le domaine dont je parle, mais vous savez que c'est valable pour toute une série d'autres aspects de la vie en Palestine, d'abroger son contrôle total et de faire des Palestiniens des gens qui soient totalement dépendants de l'État d'Israël, dans le domaine de l'eau comme dans d'autres domaines. Voilà, j'ai peut-être été un peu long.